La première fois que j'ai compris que ma femme avait un deuxième mariage et qu'il était avec son patron, c'était planqué dans un emoji cœur. Reçu à 11h47. Un mardi, elle était debout dans notre cuisine, en train de me demander, d'un ton parfaitement tranquille, si je voulais du poulet ou du poisson ce soir-là. Et moi, j'étais là, figé, à regarder son téléphone, comme si c'était une minuscule scène de crime lumineuse. Parce que, après 34 ans ensemble, on ne s'attend pas à voir une trahison apparaître entre une invitation d'agenda et un code promo. On s'attend à des tambours, à un éclair, à un minimum de honte. Pas à une police de caractère corporate, nette, froide. Je ne suis pas fier d'avoir fouillé, mais je suis encore moins fier d'être pris pour un idiot dans ma propre maison, celle que j'ai payée, celle où notre fils a appris à faire du vélo dans l'allée, celle où notre fille a peint son mur en violet, un violet si sombre qu'on aurait dit un bleu. Cette soirée avait commencé comme toutes les autres, moi en retard de mon boulot, cravate desserrée, chaussures balancées près de la porte, elle qui fredonnait en éminçant des oignons, comme si elle avait tout le temps du monde. Son téléphone a vibré sur le plan de travail. L'écran s'est allumé. Un nom, Mathieu H. Et ça n'aurait rien dû dire, sauf qu'elle n'enregistrait jamais quelqu'un avec une initiale. Sauf quand c'était... Un problème, j'ai demandé, qui est Mathieu H. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a dit « Oh, le bureau », puis elle a retourné le téléphone face contre la pierre. Comme on cache une carte de menu, j'aimerais te dire que je l'ai confrontée tout de suite, que j'ai sorti une tirade parfaite, façon film. Mais la vraie vie n'est pas scénarisée. La vraie vie, c'est remarquer, petit à petit, que ta femme se met à s'habiller comme si elle passait un entretien permanent. Cheveux brillants, parfum neuf qui ne sentait pas elle, une énergie dirigée ailleurs, et les détails qui s'additionnent. Des heures sup qui n'amenaient jamais un centime en plus. La façon dont elle tournait son corps quand elle écrivait. La façon dont elle riait à vide et se raclait la gorge quand j'entrais. On était ensemble depuis qu'on était des gosses qui jouaient aux adultes. 34 ans d'anniversaire. De factures, de disputes sur le chauffage. De routines silencieuses qu'on croit indestructibles. Je lui faisais confiance, comme on fait confiance à la gravité. On ne la teste pas chaque matin. On se lève, on suppose que le sol sera là. Et puis un soir, elle a laissé son téléphone sur le canapé, en courant à l'étage, prendre un gilet. Je l'ai attrapé, sans réfléchir. Mon pouce a fait ce qu'il fait 1000 fois sur le mien. Réveillé, déverrouillé. Sauf que son code, c'était toujours le même. L'année de naissance de notre fils. Comme si la trahison, elle aussi, aimait la nostalgie. Les messages étaient là, sans appli secrète, sans cachette dramatique. Juste un fil continu de compliments et de demi-blagues, qui n'étaient pas des blagues. J'ai fait défiler, et chaque geste me donnait l'impression d'arracher la peau d'un souvenir. Mathieu, son patron, l'homme dont j'entendais le nom quand elle parlait des histoires de bureau, lui écrivait qu'elle était brillante, qu'elle méritait mieux que d'être coincée, qu'elle était sublime dans la jupe bleu marine. Et elle répondait avec des petites flèches, des sous-entendus, et une phrase qui m'a glacé l'estomac. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai fixé l'écran jusqu'à en avoir mal aux yeux, parce que je connais la voix de ma femme. Je connais son ton. Et là, ce n'était pas un jeu. C'était une négociation, un échange, un marché déguisé en romance. Mes mains étaient étonnamment calmes. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas frappé un mur. Je n'ai fait aucune de ces choses qu'on imagine quand l'orgueil d'un homme se fait écraser. Je suis juste resté assis, à écouter le tiroir de la commode s'ouvrir et se refermer à l'étage. Et j'ai senti quelque chose cliquer en moi, comme une serrure qui tourne. Quand elle est redescendue, gilet à la main, elle s'est figée, parce que j'avais son téléphone. Pas en l'agitant, pas en criant, juste en le tenant, comme une preuve. Son sourire s'est arrêté au milieu. Elle a tenté « Chérie, tu fais quoi ?» Et j'ai dit « Je lis ». Elle a voulu le reprendre. J'ai reculé d'1 centimètre, calme, comme je l'ai rarement été. Et j'ai demandé « Depuis combien de temps ?» Elle a cligné vite. Puis elle a essayé le grand classique. « Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone ?» Comme si la vie privée devenait sacrée au moment où elle s'en servait pour mettre le feu à notre couple. J'ai répété « Réponds, depuis combien de temps ?» Ses épaules se sont affaissées. Elle s'est assise comme si ses genoux avaient oublié leur métier. Et elle a murmuré. Ça a commencé il y a quelques mois. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que quelques mois, c'est ce qu'on dit d'un abonnement à la salle qu'on regrette. Pas d'une trahison de 3 décennies. J'ai demandé « Pourquoi ?» Et là, elle a pleuré. Des grosses larmes, les mains sur le visage,
La scène complète. Et pendant une seconde, mon cœur idiot a voulu la rattraper, parce que j'ai passé la moitié de ma vie à réparer ses émotions. Puis elle l'a dit, comme si c'était un sacrifice héroïque. Je l'ai fait pour les enfants, pour notre avenir. Il a promis une promotion, plus d'argent, de meilleurs avantages. Tu sais comme c'est dur. Je l'ai regardé, et j'ai eu la sensation d'être dans un univers parallèle, où tromper venait avec un argumentaire. Notre fils avait 16 ans, notre fille 19. Elle faisait les allers-retours à la fac à Lyon. On ne crevait pas de faim. On avait 2 bons salaires. On était le couple ennuyeux qui paye ses factures à l'heure et se dispute sur la marque de café. J'ai répété. Tu as fait ça pour les enfants. Et elle a hoché la tête comme si elle venait de clouer le raisonnement. Je me suis adossé. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis je lui ai dit « D'accord, alors on fait adulte. On divorce, on partage équitablement, on reste propre, on protège les enfants des détails. » Et là, pour la première fois de la soirée, ses larmes se sont arrêtées net, sur commande. Son regard s'est aiguisé, sa voix est devenue froide. « Tu ne vas pas me prendre ma vie », a-t-elle lâché. Et j'ai juré que la température a baissé. Elle s'est penchée vers moi, et la femme que je croyais connaître m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Si tu essaies de me ruiner, je dirai au juge que tu m'as frappé. Je prendrai la maison, je prendrai les enfants, et je prendrai 1 million d'euros. » J'ai cligné une fois, lentement, parce que j'étais choqué par beaucoup de choses. Mais cette menace, dite avec la même facilité que commander un dessert, c'est là que la trahison a cessé d'être une blessure, et est devenue un plan de guerre. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce n'était pas seulement une histoire de patron, c'était une histoire de ce qu'elle était prête à devenir pour gagner. Et pendant que je reposais doucement le téléphone sur le coussin, comme s'il pouvait exploser, je me suis entendu dire, d'une voix trop calme, « Tu es en train de me menacer, ici, dans notre salon. » Et elle a répondu du tac au tac, « Je me protège. » Et ses pouces ont commencé à bouger sur l'écran. Vite, trop vite, comme si elle plantait déjà les graines d'un récit, et moi, d'un coup, j'ai su que la partie venait juste de commencer, parce qu'elle n'était pas en train de s'excuser. Elle était en train d'écrire l'histoire qui allait me détruire, et je l'ai compris au moment exact où elle a levé les yeux et a souri, un sourire petit, tranchant, comme une lame, et j'ai su que la prochaine phrase allait changer tout le reste, et que je n'avais plus le droit à la moindre erreur, parce que ce mardi-là, à 11h47, ce n'était pas un cœur qui s'était affiché, c'était un compte à rebours. Et il venait de se lancer, juste sous mes yeux, dans ma propre maison, et j'ai senti mon monde basculer, au millimètre près, vers quelque chose dont on ne revient pas. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien claqué, j'ai juste reculé d'un pas, comme si l'air entre nous était devenu dangereux. Elle faisait déjà défiler son écran. Ses doigts tapaient à une vitesse trop régulière. Ce rythme-là, je le connaissais. Ce n'était pas un message anodin. C'était une histoire en train de se construire. Un « au cas où », un témoin planté dans le décor. J'ai demandé « Qui tu écris ?» Elle a levé le menton. Personne. Et son regard disait l'inverse. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire dans mon propre mariage. J'ai choisi la prudence au lieu de la fierté. J'ai hoché la tête, très lentement, et j'ai dit « D'accord, je vais faire un tour ». Elle a plissé les yeux, comme si elle attendait l'explosion. Mais je me suis contenté de prendre mes clés, mon portefeuille, ma veste, et en passant près du meuble d'entrée, ma main a effleuré, derrière le petit bol où on jette les pièces, un dictaphone noir. Je l'avais acheté des mois plus tôt pour des formations au boulot. Rien de secret, rien de malin. Juste un truc pratique, oublié, chargé. Et là, dans cette seconde, il m'a semblé flotter comme une bouée, au milieu d'une tempête. Je l'ai glissé dans ma poche, sans regarder. Je suis sorti en gardant le dos droit. Dehors, l'air de février m'a mordu le visage. Un froid honnête, celui qui nettoie la tête. Je me suis assis dans la voiture, main sur le volant, fixant notre porte d'entrée. La lumière du Porsche faisait semblant de rendre tout normal. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai murmuré la date et l'heure. Ma voix tremblait moins que mon ventre. Puis, j'ai appelé la seule personne capable de me dire la vérité, sans emballage. Mon ami plus âgé, Gérard, celui qui avait traversé un divorce brutal et en était sorti avec des cicatrices et des preuves. Il a décroché au 2e bip. Et j'ai lâché. J'ai besoin d'un avocat. Ce soir, il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit « Ne retourne pas discuter seul. Ne te justifie pas. Garde tout. Capture d'écran. Message. Menace. Et si elle parle, enregistre. » J'ai regardé le dictaphone dans ma paume,
comme s'il attendait ce rôle depuis le début. Et quelque chose s'est posé en moi. Pas de haine, pas de vengeance, juste une résolution froide. Si elle voulait transformer notre vie en pièce de tribunal. Très bien, je n'allais pas venir les mains vides. Je suis rentré comme un étranger poli, visage calme, voix neutre, le dictaphone chaud dans ma poche, comme une assurance secrète. Elle était dans la salle à manger, ordinateur ouvert. Plus de télé, plus de comédie. Elle a relevé la tête. Ça va mieux, tu t'es calmé. J'ai répondu. Je suis juste fini de me disputer. Et c'était vrai. Puis j'ai demandé, doucement, tu vas vraiment dire que je t'ai frappé? Elle s'est adossée, a croisé les jambes, et elle a dit, si j'ai besoin, oui. Comme si c'était une option administrative. Mon cou s'est serré. Pas parce que j'y croyais, parce que je la croyais capable de le jouer parfaitement. Alors je l'ai laissé parler. Voilà le piège. Lui donner de l'espace pour qu'elle se dévoile. Elle a commencé à lister des chiffres. Valeur de la maison, retraite, ce que je mérite. Elle a répété 1 million, comme si c'était une monnaie facile. Puis elle a ajouté, et les enfants restent avec moi. Tu n'es jamais là. J'ai levé les yeux vers la photo au mur. Nous 4, sur la côte bretonne. Celle sur la peau. Sourire stupide. Et j'ai pensé, elle serait capable de traîner ce souvenir devant un juge et d'en faire une preuve. J'ai dit, les enfants sont assez grands pour avoir un avis. Elle a ri, un rire sûr. Ils choisiront leur mère quand ils sauront ce que tu as fait. J'ai répété. Ce que j'ai fait, elle a haussé les épaules, comme si les détails étaient modulables. Ton tempérament, ta façon de me regarder, ta mâchoire serrée. Et là, j'ai compris qu'elle fabriquait une accusation avec mon visage. Mon téléphone a vibré. Un message de Gérard. Il t'a trouvé une avocate. Appelle maintenant. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Puis j'ai dit, je dors dans la chambre d'amis. Elle a penché la tête, méfiante, comme si elle sentait un changement. Tu es bizarre. J'ai répondu, je suis prudent. Ce mot l'a piqué. Prudent voulait dire que je ne me sentais pas coupable. Prudent voulait dire qu'elle était un risque. Elle s'est approchée, a baissé la voix, comme si on complotait. Si tu me laisses la maison et les comptes, on dira qu'on s'est éloigné. Ça sera simple. J'ai soufflé. Simple. Tu trompes. Tu menaces. Et tu appelles ça simple. Elle a craché. Ne fais pas de moi la méchante. J'ai fait ce que je devais faire. Et au moment où j'allais répondre, j'ai entendu un pas dans le couloir. Un frottement de semelles. Quelqu'un venait d'entrer. Et mon sang s'est figé parce que je savais déjà qui c'était. Et que le timing était trop parfait. C'était notre fils, Théo, 16 ans, sac de sport sur une épaule, écouteur autour du cou. Il s'est arrêté net en nous voyant. Mes mains ouvertes, son regard qui passait de moi au téléphone de sa mère, comme s'il cherchait la règle du jeu. Il a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ma femme a changé de visage en 1 seconde. Mode « Maman ». Sourire doux collé au coin des lèvres. Rien, mon cœur, on est juste fatigué. Le travail. Sauf que Théo n'était plus un petit. Il lisait l'air. Il a plissé les yeux, puis il m'a regardé droit. « Papa, ça va. » Et là, j'ai senti le vrai danger. Pas le tribunal, pas le patron, mais le récit qui allait s'imprimer dans la tête de mon fils. Un récit où je serais soit le monstre, soit l'absent, soit le type instable. Je n'allais pas lui déverser toute l'histoire. Je ne suis pas ce père-là. Alors j'ai dit, Théo, monte 2 minutes. S'il te plaît. Il n'a pas bougé. Non, dites-moi. Ma femme a coupé. Rapide. Ton père fait un drame. Il essaie de me contrôler. J'ai serré la mâchoire. Pas de colère, de retenue. Et j'ai répondu, d'une voix basse. On se sépare. Il y a eu une trahison. Ma femme a claqué. Tu n'as pas le droit. Et j'ai dit, je ne donne pas de nom. Je donne des faits. Elle s'est rapprochée de lui, main sur son épaule. Elle a murmuré, il est jaloux, parce que je vais enfin évoluer au travail. Ton père déteste le changement. Théo a froncé les sourcils, parce qu'il sait que je suis celui qui applaudit quand quelqu'un réussit. J'ai ajouté, tu n'as pas à choisir un camp, mais tu dois écouter, parce que tu vas entendre des versions différentes, et certaines seront très bruyantes. Ma femme a sifflé. Arrête de l'empoisonner. J'ai répondu, je le vaccine, et elle a tourné vers moi un regard tranchant. Si tu continues, j'appelle la police. J'ai sorti mon téléphone, lentement, et j'ai dit, alors j'appelle aussi, et je fais écouter ce que tu as dit hier soir. Son visage a pâli d'un cran. Tu m'as enregistré, comme si c'était moi le criminel. J'ai rectifié.
J'ai enregistré une menace. Le frigo a ronronné trop fort. Le silence a pris toute la cuisine. Théo nous fixait, bouche entr'ouverte. Puis il a demandé « Maman, tu as menacé quoi ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis elle a lâché. « Ton père déforme tout. » Et Théo a reculé d'un demi-pas, comme si le sol avait bougé. Je l'ai vu, le moment précis où elle perdait le contrôle facile. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il comprenait qu'elle cachait quelque chose de gros. Ma femme a tourné les talons et est montée à l'étage, pas en pleurant, en tempêtant. Notre chambre a claqué, et Théo est resté dans le couloir, plus petit d'un coup. Il a soufflé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois pas que tu mens. J'ai hoché la tête, incapable d'avaler. Je lui ai juste dit « Je te promets que je vais faire ça propre. » Et je l'ai laissé monter. Moi, je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai fermé la porte. J'ai appelé l'avocate que Gérard m'avait donnée. Une voix calme, acier, sous velours. Elle m'a posé une question qui m'a glacé. Est-ce qu'elle a menacé de fausses accusations ? J'ai dit oui. Et elle a répondu « Alors, on enregistre tout. Vous ne quittez pas la maison. Vous ne contactez pas le patron. Demain, on dépose en premier. Parce que la première histoire racontée est celle que les gens retiennent. » J'ai raccroché, assis sur le bord du lit, et j'ai entendu les pas de ma femme s'arrêter devant ma porte. Un silence, puis repartir, comme si elle choisissait entre négocier encore, ou lancer la guerre. Et dans le noir, j'ai compris que ce n'était plus un divorce. C'était une partie d'échecs. Et elle pensait que je ne savais pas jouer. Sauf qu'au même moment, mon téléphone a vibré à nouveau. Et le message qui s'affichait n'avait rien à voir avec Théo. Le message venait d'un numéro inconnu. Sec, professionnel. Cessez de harceler mon employé. Sinon nous saisirons les RH et le juridique. Signé Mathieu H. Je l'ai relu 3 fois, parce que je n'avais contacté personne. Pas un appel, pas un mail, pas une phrase. Et pourtant, il posait déjà sa carapace, comme s'il écrivait le premier paragraphe d'un dossier contre moi. J'ai transféré le SMS à mon avocate. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Voix serrée. « Pourquoi tu as écrit à Mathieu ?» J'ai répondu « Je ne lui ai rien écrit. » Elle a craché. « Ne me mens pas. » Et là j'ai compris. Elle avait tellement menti qu'elle ne concevait plus la vérité comme une option. J'ai dit « Quelqu'un monte un scénario. » Et je ne suis pas celui qui l'a commencé. Elle a fait un silence, juste assez long pour que je sente qu'elle consultait quelque chose. Puis elle a murmuré « Tu ferais mieux de faire attention. » Et elle a raccroché. J'ai regardé la porte de la chambre d'amis, comme si elle pouvait s'ouvrir sur un huissier, et j'ai senti mon cœur battre au rythme d'un mot, coordonné. Le matin, elle était descendue, comme si de rien n'était. Tasse qui cliquette, sourire trop lumineux. Tu as l'air fatigué. J'avais répondu drôle, toi non. Elle m'avait servi des œufs, des tartines, comme au temps des dimanches, comme si la nourriture pouvait rembobiner la nuit. Puis elle avait lâché, l'air de rien. J'ai parlé à Mathieu hier. Et la façon dont elle prononçait son prénom, familière, presque fière, m'avait donné envie de vider mon café dans l'évier. J'avais demandé « Pourquoi ?» Elle avait dit « Il s'inquiète pour moi, pour nous. » J'avais répliqué « Qu'il s'inquiète pour sa propre vie. » Elle avait claqué « Ne suppose pas qu'il est marié. » Et ce détail, minuscule, m'avait piqué, parce qu'elle l'avait décrit comme un homme rangé. Et là, elle le protégeait, comme un secret précieux. J'avais demandé « Il t'a promis la promotion par écrit. » Elle avait ricané. « Il fait jamais ça par écrit. » Bien sûr, pas de traces. Jamais. Elle s'était penchée. « Arrête d'essayer de me faire passer pour une idiote. » Et j'avais pensé « Je n'essaie pas. Tu t'en charges. » Quand elle est partie au boulot, habillée comme pour un gala, j'ai fait ce que mon avocate a dit. Copie, capture, sauvegarde. J'ai tout envoyé. À moi, à elle, partout. Comme si je construisais un bunker de preuves. Et l'après-midi, dans le cabinet, ça sentait le citron et la patience chère. L'avocate a classé mes captures, a levé les yeux et a dit « Votre épouse veut fixer une narration. » Et son patron l'aide. Puis elle a ajouté « Ne vous laissez pas appâter. Pas de cris, pas de texto rageurs, pas de passage au bureau. Ils veulent vous peindre instable. » Sur le chemin du retour, je conduisais comme si je transportais un verre plein au milieu d'une foule. Un choc et tout se renverse. En arrivant, notre voisin arrosait son jardin en plein hiver, comme si ignorer les saisons rendait la vie plus simple. Je l'ai salué, et ça m'a frappé.
Tout le quartier nous croyait encore normaux. Le couple fiable, barbecue, photos, sourires, alors que chez moi, on préparait déjà des plaintes, des récits, des pièges. Le soir, ma femme est rentrée en parlant plus fort, trop fort, comme si elle voulait que les murs soient témoins. Mathieu dit que tu appelles le bureau, que tu laisses des messages. J'ai répondu « Mathieu ment ». Elle a jeté son sac et a lâché. Il n'a aucune raison de mentir. Et moi, j'ai dit « Il a toutes les raisons ». Elle s'est approchée, menton levé. Si tu continues, il va déposer une plainte, harcèlement, peut-être une interdiction d'approcher. Et là, la stratégie s'est montrée entière. Faire de moi l'agresseur, d'elle la victime, de lui le professionnel protégé. Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle avait déjà choisi son camp. Et ce camp, ce n'était pas la famille, c'était Mathieu. Et au moment où j'allais parler, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Plus léger, plus rapide, quelqu'un d'autre arrivait. Et cette fois, ce n'était pas Théo. C'était notre fille, Clara, 19 ans, hoodie de fac, cheveux en bataille. Elle descendait en traînant un peu les pieds, l'air encore à moitié endormi. Puis elle s'est arrêtée net, comme si elle venait de tomber sur une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle a regardé ma femme, puis moi, et elle a lâché. « Pourquoi vous avez tous les deux cette tête ? On dirait que vous essayez de me vendre une voiture d'occasion. » Ma femme a souri trop vite. « Rien, ma chérie. Stress du boulot. » Clara a attrapé un bol, a versé des céréales, mais ses yeux restaient accrochés à nous. Elle sentait la tension. Elle l'avait dans la gorge. Ma femme a repris, plus fort. « Ton père fait des histoires avec mon travail. Il appelle le bureau. Il me met la honte. » J'ai dit, calmement, « Je n'ai appelé personne. » Clara a reposé la cuillère, et ce petit geste a fait plus de bruit qu'un cri. Elle a demandé « Maman, tu mens ou papa ment ?» Ma femme a blêmi, puis elle a pivoté. « Tu ne comprends pas, c'est compliqué. » J'ai ajouté « On se sépare. C'est tout ce que tu dois savoir pour l'instant. » Ma femme a serré les dents. « Ne dramatise pas. » Clara a soufflé. « Si, c'est dramatique. » Et là, ma femme a changé de tactique. Voix douce. « On va faire un dîner en famille ce soir. On doit rester soudés. » Clara a levé un sourcil. « Soudés, alors que vous vous détestez à voix basse. » J'ai senti mon ventre se nouer. Parce que ma fille venait de mettre un nom sur ce que ma femme essayait de maquiller. Et ma femme, elle, m'a lancé un regard qui disait « Tais-toi, ou je lance la bombe. » Puis elle a pris son téléphone, a tapé vite, et Clara a murmuré, plus pour elle-même que pour nous. « Vous préparez quelque chose. » Et à cet instant, mon dictaphone dans ma poche m'a semblé brûlant, parce que je venais de comprendre que le prochain coup allait se jouer devant mes enfants, pas devant un juge. Le lendemain, mon avocate a déposé en premier, comme prévu, et ma femme a répondu exactement comme on l'avait anticipé. Elle a demandé une procédure d'urgence, elle s'est déclarée apeurée. Elle m'a peint instable. Et pendant 24 heures, j'ai regardé ma propre vie se transformer en rapport de police imaginaire. Puis, on est entré au tribunal, elle est arrivée en tailleur impeccable, les yeux déjà humides, et 2 rangs derrière elle. Mathieu, costume sombre, visage neutre, comme un soutien innocent. Je n'ai pas croisé son regard. Je fixais le juge, parce que ce jour-là, ce n'était pas une question d'orgueil, c'était une question de survie. Ma femme a commencé à trembler pile au bon moment. Sa voix s'est cassée, pile au bon endroit, et j'ai vu Clara se raidir sur le banc. Théo serrait sa mâchoire, comme s'ils assistaient à une pièce qu'ils n'avaient pas choisie. Puis mon avocate s'est levée, tranquille, et a dit « Nous avons un enregistrement. » L'air a changé. Le juge a levé la tête, et le visage de ma femme s'est figé. Une demi-seconde. Le dictaphone a parlé. Sa voix à elle a rempli la salle. Claire, froide, calculatrice. Je dirais que tu m'as frappé. Je prends la maison. Je prends les enfants. 1 million. Plus de peur. Plus de victimes. Juste un plan. Mathieu a bougé sur sa chaise, comme si elle venait de devenir douloureuse. Le juge a stoppé l'audio et a demandé à ma femme si elle maintenait ses accusations. Elle a bafouillé, a tenté de pivoter, mais on ne remet pas un mot dans la bouche une fois qu'il est sorti, surtout devant un juge. Et là, j'ai su qu'elle venait de perdre son arme la plus sale, sauf que je n'avais pas encore vu le coup suivant, parce qu'en sortant, elle s'est penchée vers moi et a soufflé. « Tu m'as ruiné. » Et son sourire disait qu'elle n'avait pas fini. Le juge a tranché. Partage équitable. Rien de millions. Pas de grand cinéma.
Pas de garde totale arrachée au forceps. Juste la réalité. Et c'est ça qui l'a rendue folle. Clara et Théo ont parlé. Sans descendre leur mère. Sans m'idéaliser non plus. Ils ont juste demandé de la paix. Du concret. Du respirable. Dehors. Sur les marches du tribunal. Ma femme a gardé sa voix basse. Venimeuse. Tu crois que tu as gagné? J'ai répondu « Non ». J'ai évité d'être effacé. Mathieu s'est éloigné, sans un mot, comme si tout ça n'avait jamais été son problème. Et j'ai compris, avec une lucidité presque calme, qu'elle avait misé sur un mensonge et que j'avais misé sur la preuve. Je suis monté dans ma voiture, seul, pas brisé, droit, parce que je n'avais pas gagné en étant cruel. J'avais gagné en restant lucide. Et ça, elle ne l'avait jamais prévu. La vérité n'a pas besoin de hurler. Elle a juste besoin d'être prête.